Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. Après 3 mois de confinement, après un temps sur les terrains à Ingende, à Bolomba, nous revoici sur la place des évolués où nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Patrick Saïdi. C'est une figure très connue dans les milieux où il évolue. Alors, le plaisir est le nôtre de le recevoir pour la première fois sur ce plateau. Bonjour Patrick. Bonjour, Comment vous allez? je vais très bien. Comment vous sentez-vous? Je me sens en forme. Très bien, c'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau pour essayer de parler ce que vous faites, ce que vous êtes. Et la dynamique des peuples autochtones pygmées, ça se porte quand même bien cette dynamique. La dynamique se porte bien et c'est aussi un plaisir pour moi, effectivement, d'être dans ces plateaux d'Environews que je suis chaque jour Ah, super, par rapport à toutes les questions concernant l'environnement. super. Et comme vous le savez bien, on va en parler tantôt, donc les peuples autochtones pygmées font partie des éléments clés dans la gestion des biodiversités, mais aussi la protection des forêts qui est leur habitat. Super. Alors, comment je peux vous présenter auprès des téléspectateurs? Alors, pour me présenter, c'est d'abord le coordonnateur national de la dynamique des groupes de peuples autochtones, qui est un réseau national, effectivement, qui milite pour la protection et la promotion des peuples autochtones pygmées, mais aussi un activiste environnemental, effectivement, qui lutte pour le maintien des biodiversités, la protection de nos forêts, mais aussi la valorisation de nos forêts dans cette lutte mondiale aujourd'hui face aux problèmes liés au changement climatique. Super. Vous avez fait de la promotion des peuples autochtones pygmées ou encore de la promotion de leurs droits votre priorité. Qu'est-ce qui a motivé cela? Donc la motivation au fait de cette détermination, c'est déjà l'effet que depuis les temps coloniaux jusqu'à nos jours, donc plusieurs politiques et gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais fourni un effort en termes de l'implication ou de l'intégration responsable des peuples autochtones pygmées dans notre pays. Parce que là, on parle bien sûr d'un groupe qui a été mis à l'écart, on parle d'un groupe qui a été rejeté, mais aussi on parle d'un groupe qui ne prend pas part dans la construction de notre pays et de notre État. Donc cette motivation va dans le sens de la mise en place d'une discrimination positive qui vise à ramener les peuples autochtones pygmées dans cette lutte de la construction de notre pays depuis son accession à l'indépendance. Est-ce que cette catégorie de personnes est réellement marginalisée? En tout cas, si on doit se demander si les peuples autochtones sont marginalisés, je dirais oui, mais aussi c'est une marginalisation manifeste parce qu'on les voit sur le plan de l'accès à ce qu'on appelle les services sociaux de base, parce qu'actuellement, les peuples autochtones pygmées n'ont pas accès à ce genre de services qui relèvent des droits fondamentaux reconnus à tous les Congolais dans l'ensemble. Mais il y a aussi des problèmes liés, par exemple, à l'accession aux services étatiques. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, à part les quelques évolutions récentes, il était vraiment difficile de voir, par exemple, le pygmée dans le service étatique. Et pour ne pas aller loin, si nous regardons le programme d'enseignement dans notre pays, le fait qu'on a tous appris les peuples autochtones pygmées, vous verrez que les enseignements qu'on a reçus, on nous présentait un groupe caricatural qui peut relever effectivement des objets d'œuvres d'art. Mais on ne nous parlait pas vraiment d'un groupe d'individus qui a des connaissances, qui a un bagage culturel important qui pouvait faire avancer notre pays sur toutes les questions liées à la diversité culturelle, pourquoi pas toutes les questions liées au tourisme comme on les voit au Kenya avec les Maasai. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que la caricature qu'on nous a présentée d'un pygmée n'était pas vraiment une réalité? Alors cette caricature, bon, je ne sais pas si je peux dire que c'était une réalité ou pas, mais malheureusement, ce sont des informations qui ont renforcé cette marginalisation, qui ont renforcé cette discrimination et la mise à l'écart de l'homme pygmée, effectivement. Parce que la façon dont on présentait un pygmée, c'est... donc on ne le classait pas dans le cadre des personnes normaux avec toutes les facultés nécessaires. Et tu verras que c'est une présentation liée tout simplement à la discrimination raciale, liée aux origines ethniques d'un groupe d'individus. Donc je dirais que bon, c'était vrai, bon, peut-être par rapport à la taille, parce qu'on parle de la taille, c'est la taille réelle, mais aussi les caractéristiques en termes de couleur de peau. Bon oui, il y a des pygmées qui sont comme ça, mais cela ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes avec des facultés, cela ne veut pas dire
que ce ne sont pas des personnes avec des bagages intellectuels. Mais quand vous dites que susceptibles de certains nous pygmées aider. sont comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont peut-être qui ont une morphologie des bantous. Alors si j'ai dit qu'il y a de certains pygmées qui sont comme ça, parce que tu verras que même les informations qu'on a reçues, c'était basé sur des études non holistiques. Parce que les caricatures de pygmées telles qu'on les voit dans nos programmes d'enseignement, c'est plus lié aux peuples autochtones pygmées qu'on trouve dans l'ancienne province orientale, donc vers Mambasa, Ituri et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous parlons des pygmées qu'on trouve dans toutes nos provinces de la République démocratique du Congo. Il y a des pygmées dans toutes les provinces. Hormis peut-être la province du Congo centrale Okay. et peut-être quelques autres, on peut dire au moins 4 provinces sur les 26, suivant la nouvelle découpage. Okay. Mais dans l'ancien format, on avait les peuples autochtones pygmées, déjà à 10 sur les 11 provinces, parce qu'on a même des pygmées déjà à Kinshasa, mais même s'ils ne sont pas originaires, comme des allotones, mais ils sont déjà là à Kinshasa. Ah, mais c'est quand même intéressant. Alors, Patrick Saïdi, vous militez beaucoup pour la promotion du droit des peuples autochtones pygmées, très souvent. Vous-même, vous êtes pygmée? Non. En tout cas, je ne suis pas pygmée. C'est bien effectivement de les clarifier. Mais bon, il y a beaucoup de termes qu'on utilise aujourd'hui, que ceux qui ne sont pas pygmées, ce sont les accompagnants des pygmées. Et souvent, je ne me sens pas comme un accompagnant, mais je me sens vraiment comme un militant, donc quelqu'un qui est dévoué pour la cause. Donc je dirais que je suis pygmée par alliance. Ah, voilà. Donc vous défendez donc une cause noble parce que c'est une catégorie des populations qui est très marginalisée et très souvent ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès aux soins de santé de qualité. Et récemment même, j'ai été contacté par un groupe de pygmées à l'Équateur qui m'a informé qu'il sévit une épidémie dans cette province-là. Vous en êtes aussi au courant quand même? Oui, oui, donc on est au courant vers l'Issala. Et puis ce n'est pas la première épidémie parce que dans les campements pygmées, comme vous l'avez dit, donc il y a déjà beaucoup de problèmes liés à l'accès aux soins de santé. Mais nous savons que dans les temps passés, les pygmées n'avaient pas beaucoup de problèmes liés à la santé. Pourquoi? Même s'il n'y avait pas des hôpitaux déjà à l'époque. C'est tout simplement parce qu'ils avaient accès à beaucoup de ressources. Et de par ces ressources, ils arrivaient à mettre en place ce qu'on appelle la pharmacopée, donc cette médecine traditionnelle qui se définit avec les plantes, les racines et autres. Mais avec l'évolution récente, avec l'exploitation forestière, donc il s'est fait que cette exploitation a mis à mal beaucoup de ressources qu'utilisaient déjà ces pygmées au niveau de la médecine traditionnelle dans la pharmacopée. Donc, ce qui fait que ces derniers n'ont plus accès à ces ressources et ça favorise effectivement la multiplication de plusieurs épidémies dans le site des pygmées. Mais au-delà de ça, il y a aussi les nouvelles pénétrations à cause des activités anthropiques. Ce qui fait que les nouveaux contacts entre le monde actuel et le monde pygmée ramènent des fois des maladies que les pygmées ne connaissaient pas jadis dans les temps passés. Donc c'est notamment par exemple le sida, tout ce qui va avec. Donc ce sont des maladies qui n'étaient pas connues dans le monde pygmée et ils ont maintenant des problèmes. Aujourd'hui, quand même, il y a des cas de sida dans les pygmées? Non, effectivement, oui, pas encore. Bien sûr, il y a des cas de sida. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, par exemple, même dans la nouvelle province Imaïndombe, donc il y avait déjà des anecdotes qui circulaient que si on est atteint du sida, il suffit d'avoir des relations avec une femme pygmée pour trouver la guérison, tu vois. Ah bon? Et ce genre d'anecdotes, quand on le répond à la société, et connaissant la caricature qu'on fait des pygmées comme état des êtres maléfiques ou extraordinaires et tout ce qui va avec. Qui ont des pouvoirs de guérir, de guérir, ainsi de suite. Effectivement, ça a fait propager par exemple l'épidémie du sida et on a eu à intervenir dans ce sens-là. Donc ce qui arrive aussi dans la Mongala, c'est vraiment des épidémies qui commencent à frôler vers la peste et autres. Il y a pas longtemps, il y a aussi beaucoup d'épidémies de rougeole, toujours vers l'axe dans le territoire de Inongo. Il y a eu encore des épidémies aussi similaires dans la province du Maniema, vers Kailo. Donc nous faisons face effectivement à beaucoup de problèmes comme ça, et souvent des épidémies ou des maladies qu'on ne trouve plus dans nos villes actuelles, mais qui persistent encore dans ce monde reculé. Ah, super. Mais dites-moi un peu, bon, les week-ends, souvent, on se tutoie. Ah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est relax. Quoi, voilà, pas de souci, donc il ne faut pas... De toutes les manières, on se connaît beaucoup de temps et on peut se tutoyer. Dites-moi quand même, il y a combien d'ethnies pygmées en RDC?
Alors, donc ça, c'est une question très très importante, hein, parce qu'actuellement, nous travaillons sur un outil cartographique, donc on appelle l'Atlas, Ouais, parce qu'effectivement, pour bien défendre un peuple, il faut arriver à avoir toutes ces informations exact. sur sa localisation, sur son identification, ainsi de suite. Et de là jusque-là, parce que quand on parle de peuple autochtone pygmée, le mot pygmée, il est générique, parce qu'il renferme plusieurs groupes à l'intérieur, parce que nous avons les Bamboutis, Ok. hein, qu'on trouve à l'est, qu'on peut appeler aussi les Bambotés quand on commence à remonter vers l'ancienne province orientale. Ok. Donc nous avons les Effets, nous avons les Aka vers le sud Ubangui, nous avons les Batois qu'on retrouve dans la province de l'Équateur, les Bachua quand on commence à redescendre vers le Maïndombe. Ok. Donc c'est le même Batois qu'on retrouve dans la grande province actuelle du Tanganyika, où on a une grande concentration effectivement de pygmées. Par exemple, nous trouvons les Bambenga, que beaucoup de gens ne connaissent pas, hein, donc en frontière entre notre pays et la République centrafricaine. Donc là, actuellement, nous sommes en train déjà de dénombrer au moins 8 groupes hein, qui renferment ces concepts pygmées, même si c'est un terme péjoratif. On a été obligé de l'adopter pour arriver à faire ces distinguos au niveau de la population, pour savoir de qui on parle exactement. Parce que souvent, le concept peuple autochtone crée beaucoup de débats et beaucoup de confusion. Justement. Et nous portons, et d'ailleurs je profite de l'émission du plateau pour dire, on n'est pas en train de faire la séparation ethnique dans notre pays. Nous sommes tous autochtones de quelque part. Mais la différence, c'est qu'on n'est pas tous pygmées. C'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Parce que moi-même aussi, je me pose la question, pourquoi on les appelle autochtones pendant que moi aussi je suis autochtone dans mon pays. Voilà. Donc il ne faut pas quand même qu'on leur concède cet aspect d'autochtone comme si eux-mêmes étaient des autochtones. Mais dites-moi un peu, lorsque vous travaillez, parlons maintenant dynamique, quel est le rôle de cette structure dans ce que vous faites réellement? En tout cas, le rôle effectivement de la DGPA, comme on dit dynamique, c'est déjà un réseau composé des organisations des autochtones pygmées même, mais aussi composé des organisations qui militent en faveur des autochtones pygmées. Et notre rôle, donc le rôle principal, c'est arriver à accompagner et outiller les pygmées pour qu'ils aient des capacités nécessaires afin de prendre leur avenir en main. Ça, c'est vraiment la vision globale ou la mission. Et cet outillage, effectivement, passe par le renforcement des capacités, par cet accompagnement technique et intellectuel, si tu veux, mais aussi, c'est aussi un travail de préparer les terrains en termes de définition des cadres légaux, parce qu'on a parlé du manque de reconnaissance, la non-jouissance des droits, non-accès à la justice, aux services sociaux de base. Et à ce niveau-là, nous accompagnons aussi l'État congolais pour que l'État soit à même, effectivement, à mettre en place tous ces outils qui permettraient à ces Congolais-là de jouir des mêmes droits comme tous les autres Congolais. Donc comme je dis, on ne crée pas un groupe à part, mais on fournit les efforts en fait d'aider l'État congolais à mettre en place une discrimination positive qui permettrait aux pygmées de jouir des droits fondamentaux qui nous sont tous reconnus. Et à ce niveau-là, comment vous travaillez avec l'État? C'est vous qui apportez des propositions ou c'est l'État qui vient vers vous? Alors donc il y a des approches. Donc la première approche consiste d'abord à apporter l'information. Parce que nous nous sommes rendus compte que la mise à l'écart des pygmées était aussi liée par le manque tout simplement d'informations. Parce que tout le monde a considéré pendant plusieurs années que la situation des pygmées, elle est normale. Donc ils doivent seulement être comme ça. Donc il fallait déjà démontrer que cet état des choses n'est pas normal. Et apporter tous les problèmes et défis auxquels ils font face. Le deuxième travail consiste maintenant à ce moment-là d'accompagner l'État dans l'élaboration des outils, des politiques ou des outils juridiques ou soit des outils programmatiques. Et ce travail, on ne le crée pas, il ne vient pas du néant, parce qu'au niveau international, il y a déjà quand même beaucoup d'efforts qui ont été fournis en termes de la protection maintenant des peuples autochtones, au-delà du pygmée, parce qu'il y en a beaucoup. On a des Maasai, on a par exemple les Indiens au niveau de l'Amérique latine, nous avons les Samis par exemple au niveau de l'Europe scandinave et ainsi de suite. Donc il y a vraiment beaucoup de groupes, même les Bushmen pour nos téléspectateurs. Donc ce qui fait qu'au niveau des Nations Unies, il y a déjà une déclaration qui a été mise en place avec un certain nombre de dispositifs. Il y a l'évolution sur le plan sociétal et sur le plan du développement. Nous utilisons toutes ces informations pour aider maintenant l'État
dans notre pays à mettre en place ces outils-là. Ok. Et là où nous pensons qu'il est utile que nous-mêmes nous puissions définir ces outils, il y a des fois que nous venons avec ces propositions-là. Alors quand on voit l'État, nous savons qu'aujourd'hui, l'État, il est quand même gouverné et il est gouverné à travers des institutions. Et ce que nous faisons d'une manière concrète, c'est travailler avec ces institutions-là. Comme actuellement, nous travaillons avec le Parlement, ça fait déjà à peu près 8 ans, dans la définition d'une loi nationale qui encadrerait à ce moment-là la problématique pygmée dans notre pays, tout en dégageant les spécificités de chaque groupe pygmé par province, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes problèmes. Et quand on revient vers l'institution gouvernement, nous travaillons avec eux à ce moment-là dans la définition des outils à travers les différentes réformes en cours pour arriver à prendre toutes les questions transversales liées à la terre, liées à la planification, liées à la gestion, par exemple, des ressources naturelles, liées à la gouvernance. Enfin, de prendre en compte aussi les desiderata, par exemple, de pygmées, parce que nous disons qu'ils sont en train de vivre dans la forêt, ou ils vivent dans la forêt, ce qui veut dire qu'ils ont déjà une conception par rapport à la forêt, ils ont une conception de gestion de la forêt, et quand l'État veut mettre en place une politique de gestion, on doit se garantir que l'État arrive à prendre aussi ce modèle de conception des peuples autochtones pygmées. Pour ne prendre un exemple, l'aménagement du territoire, par exemple, c'est une réforme qui est en cours. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau-là? Ok, donc par exemple au niveau de l'aménagement du territoire d'une manière concrète, parce que les plaidoyers que nous on fait, c'est un plaidoyer action. Donc on a quitté l'étape du plaidoyer où on doit dire les pygmées sont discriminés, sont marginalisés. Oui, ça on connaît. Mais le plaidoyer action que nous on fait, c'est venir avec des propositions concrètes. Mais en termes de propositions concrètes, par exemple actuellement au niveau de l'aménagement du territoire, l'État est en train de travailler d'abord sur la mise en place d'une politique. Et quand on parle de la politique, c'est d'abord la définition des principes de la gestion du secteur. Et nous nous rassurons que déjà dans la définition de principes ou des grandes orientations politiques, que l'État arrive déjà à considérer d'abord l'autochtone par rapport à sa propre conception. Parce que quand on parle de l'aménagement du territoire, on voit tous ces aspects liés à la planification et à l'utilisation des espaces. Pour que ces espaces-là sont aussi déjà utilisés par le pygmée dans nos différentes provinces. Parce qu'on parlait tantôt des pygmées comme des groupes nomades, on parlait des pygmées comme des groupes semi-nomades, il y a quelques pygmées qui commencent à être sédentaires, mais ces mouvements-là, des déplacements, que je peux appeler des mouvements cycliques, c'est pas sur un espace. Et c'est déjà une façon de gérer l'espace. Parce que quand un pygmée se déplace dans ce nomadisme, il se déplace par rapport au contexte de chaque zone. Si par exemple, comme on a parlé tantôt des épidémies, et que s'il n'arrive pas à faire face à cette épidémie, l'homme pygmée se déplace. Mais ce déplacement, il est cyclique parce qu'il doit revenir là où il est parti, donc sur le point A. Mais aussi, c'est très stratégique et capital pour notre pays, ce genre de mouvement. Pourquoi? Parce que quand l'homme pygmée se déplace, il permet aux zones A, au lieu de départ, de se restaurer, au fait, de se régénérer. Donc c'est aussi des approches de la régénération des ressources d'un endroit à un autre. Donc on laisse le temps. C'est comme ce que l'État fait avec le plan d'aménagement des sites ou des concessions forestières, agricoles, ainsi de suite. Tu vois, par exemple, ce genre de notions, pour nous, dans la politique de l'aménagement du territoire, doivent déjà être intégrées aussi pour que l'État sache que dans le plan futur de la planification des espaces, il doit déjà prévoir ce genre de scénario. Mais aussi, il y a un élément capital. Tous les Congolais, hormis les pygmées, sont des sédentaires. Et la sédentarisation se passe par la colonisation de l'espace. Pour qu'on dise que tu es propriétaire sédentaire, tu dois faire de l'agriculture, construire, ainsi de suite. Mais on doit aussi se mettre d'accord que pour le pygmée, ce n'est pas cette vision des choses. Et ça, si on ne le définit pas dans une politique en termes d'orientation, déjà dans tout ce qui sera mis en place comme outil, les droits fonciers de ces derniers ne seront jamais pris en compte. Parce qu'on dira tout simplement que les pygmées n'ont pas de terre. Et c'est ça la réalité actuelle. Quand on te dira que les pygmées n'ont pas de terre, parce qu'on considère qu'ils n'ont jamais construit une maison durable, on considère qu'ils n'ont jamais fait un champ peut-être d'1 hectare pour dire qu'ils sont propriétaires des sites. Or que c'est tout simplement des visions différentes en termes de l'utilisation des ressources et en termes de gestion de l'espace. Et d'une manière concrète encore, toujours dans le cadre de l'aménagement, il y a tous ces schémas de l'aménagement du territoire qui seront mis en place au niveau national, au niveau provincial, au niveau territorial et au niveau local. Et il faut qu'on se rassure que au niveau de chaque plan, chaque schéma qui sera mis en place par l'État, au niveau central jusqu'au niveau local suivant la décentralisation,
que les pygmées aussi soient pris en compte. Parce que jusque-là, les schémas, ce sont des outils décisionnels sur l'affectation de l'espace, sur l'utilisation stratégique de l'espace. Et l'État doit avoir d'abord ses intérêts. Il y a les intérêts liés aussi aux investissements et autres, mais aussi il y a les intérêts liés à la population par rapport au développement. Il y a toutes ces questions liées à la démographie qui doivent être prises en compte. Et pour nous, c'est de dire à l'État, avant de concéder cet espace à l'exploitation minière, à l'exploitation agricole, à l'exploitation forestière, il faut déjà se rendre compte que ces espaces ne sont pas vides. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des immeubles comme à Kinshasa, ou ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, des piscines et autres qu'on dirait que ces espaces sont vides. Il faut déjà savoir qu'il y a des gens qui vivent dans ces espaces, mais qui ont juste un mode de vie différent des nôtres. Ne voyez-vous pas que c'est assez complexe, cette manière de penser les choses? Parce que je me dis, aujourd'hui, j'arrive dans une forêt où il n'y a pas de traces de gens, et je me dis que non, ça c'est un terrain réservé aux pygmées. C'est très complexe, non? Alors, il n'y a pas de traces des gens, et ça fait partie effectivement de notre travail pour démontrer souvent qu'il y a des traces. C'est parce que quand nous partons peut-être dans la forêt, on n'a pas l'œil d'observation, mais en réalité, il y a toujours des traces, mais la plupart des traces que les pygmées laissent, c'est des traces qui sont liées carrément à leur culture. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des sites sacrés. Les sites sacrés, ça peut être des sites où les pygmées font tous les travaux liés à l'initiation avec les ancêtres ou les esprits passés. Ça peut être des sites où on a eu à enterrer, par exemple, le membre de la famille ou les aïeux. Or que ces genres de sites, le pygmée ne les marque pas comme moi et toi à Kinshasa. Tu ne trouveras jamais de croix. Non, non. Or que la plupart des symboles, soit c'est en termes de flair, parce que tu dois quand même te poser la question, je suis au milieu de la forêt équatoriale, mais comment je me retrouve face aux flair? Parce que ce n'est pas les endroits appropriés, on doit trouver par exemple des flairs. Mais il y a aussi des symboles que les pygmées laissent sur des grimes. Donc disons sur les arbres. Je vais utiliser grime parce que je vais faire allusion à l'exploitation forestière tout de suite. Mais ils laissent souvent sur les arbres. Parce que ça leur permet aussi, quand ils font les mouvements, et chaque fois qu'ils reviennent, ils doivent empêcher toutes les personnes qui ne sont pas membres directs de la communauté d'y accéder. Parce qu'ils considèrent que ce sont des forêts sacrées. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? Ce sont la plupart de ces arbres où se trouvent tous les symboles et totems pygmées qui sont prélevés avec l'exploitation forestière. Ça, c'est vrai. Et quand on prélève ces arbres, effectivement, on est en train de contribuer à effacer non seulement la culture, mais toutes les traces d'un peuple. J'en ai vécu à l'Équateur parce que je suis allé me voir un arbre qui a été coupé. Donc un arbre appartenant à une communauté locale. Mais bon, en fait, c'est très compliqué. Mais Patrick, est-ce que tu penses que cet aspect des choses, justement, de considérer qu'il n'y a pas de traces de gens, c'est vrai, ou il y a des traces qui sont peut-être méconnues du grand public, mais quand même, les territoires appartiennent aux pygmées. C'est vrai, d'accord, on est d'accord que dans la politique de l'aménagement du territoire, on peut considérer ça comme ça. Mais tu ne penses pas que ça peut aussi devenir le germe d'un conflit latent ou d'un conflit futur entre les concessionnaires ou encore entre les autres peuples et les pygmées? Bon, je pense... Vous y avez pensé quand même? Non, bien sûr qu'on y pense parce qu'on y travaille. Moi, je crois, si notre pays s'est engagé dans les réformes, parce qu'il y a plusieurs réformes en cours, c'est tout simplement dans le sens de réguler les secteurs et de bien gérer les secteurs. C'est vraiment ça la définition simple de toutes les réformes en cours. Et le travail que nous faisons, c'est de dire que ces réformes ne doivent pas se faire dans nos bureaux ici à Kinshasa. Parce que ces réformes vont s'appliquer dans nos milieux ruraux qui ne sont pas Kinshasa. Parce que Kinshasa est déjà urbanisé tel qu'urbanisé, bien ou mauvais ou pas, ça c'est notre débat. Mais voilà, mais nous savons que ces réformes trouveront leur force au niveau local. Parce que quand nous redescendons au niveau local, on a parlé tantôt de la discrimination, marginalisation des pygmées, ainsi de suite. Mais au niveau local, où les pygmées vivent avec les autres communautés, ce qui est au moins bien. Dans la plupart des cas, il y a déjà au moins cette reconnaissance des droits fonciers coutumiers des pygmées. Ce qui fait qu'il y a déjà un semblant de cohabitation entre les communautés au niveau local, où les uns et les autres connaissent les limites, en termes d'espace, en termes d'occupation. Et quand on parle des limites, ce n'est pas comme moi et toi en termes de parcelles. Non, on parle en termes vraiment des étendues, où les gens peuvent te dire, la forêt des pygmées commence ici, s'arrête ici. La forêt de notre groupe, par exemple, les Bangala, donc les no-pygmées, commencent ici, ainsi de suite, les Mongo et tout. Donc ce qui fait que maintenant, quand on doit faire l'aménagement,
il faut que l'aménagement parte de ces réalités locales. C'est sur base de ces réalités locales qu'on peut établir des plans et des schémas d'aménagement. Maintenant, l'inverse serait quoi? L'inverse, c'est faire le travail ici à Kinshasa. Et quand on fait le travail ici à Kinshasa, nous utilisons des approches et des méthodes qui ne cadrent pas avec les réalités au niveau local. Notamment quoi? On peut utiliser l'imagerie satellitaire avec la télédétection. Or que l'imagerie satellitaire avec la télédétection te permet d'avoir une réalité d'un couvert d'une zone. Mais ça ne te permet pas d'avoir la réalité des détails qui composent la zone. Notamment les frontières entre... Les frontières, mais tout simplement même l'existence des gens dans ces espaces-là. Et c'est là où le vrai problème peut commencer, comme tu l'as soulevé. Parce que si l'État considère que toute cette zone est vide, mais c'est tout à fait logique que l'État dit, dans ma vision 2020-2030, comme on fait maintenant des projections actuellement, ok, nous allons concéder cet espace-là à l'exploitation, par exemple, agricole. Voilà. Or que nous savons que l'exploitation, par exemple, agricole demande le dégagement de la zone. Exact. Et quand on arrive et qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent dans ces zones-là, en tout cas, ça va créer déjà des conflits. Alors si je parlais du travail qu'on fait de cartographie, donc au niveau national, donc cet atlas-là où on travaille pour la localisation, l'identification des pygmées, c'est déjà pour venir avec des outils palpables et du concret. C'est-à-dire quand on va en Mbandaka, on parle des pygmées, mais ils sont où? Dans quel territoire on trouve réellement des pygmées? Parce qu'ils ne sont pas, on peut dire qu'ils sont dans la province, mais ne sont pas dans tous les territoires non plus dans la province. Quand on arrive au niveau du territoire, dans quel secteur où il y a des pygmées? Quand on arrive au niveau du secteur, dans quel groupement il y a les pygmées? Quand on arrive dans les groupements, dans quel village il y a les pygmées? Et quand on arrive même dans le village, avec la composition des villages, on parle de quel clan où nous trouvons les pygmées. Parce que quand vous redescendez... C'est un travail. Hein. Mais c'est le travail qu'on fait. Parce que quand vous arrivez maintenant au niveau du clan, les clans sont composés avec des familles, or que les droits fonciers coutumiers, c'est défini maintenant par rapport à ces familles et leur appartenance. Exact. Et quand on revient maintenant vers les pygmées, ce n'est pas une propriété individuelle, mais la propriété d'un groupe. Donc à ce moment-là, on vient maintenant avec des outils. Si l'État semblerait dire nous ignorons qu'il y avait des pygmées là-bas, bon, dorénavant, ils sont là. Voilà. Maintenant, comment vous considérez ces outils lors de la mise en place de tous les plans et schémas? Dans ce travail de cartographie que vous faites, vous essayez aussi de prendre en charge cette dimension des terres ou bien de cette dimension foncière des pygmées? Oui, parce que le travail en soi, donc le travail a comme mission ou objectif principal, c'est effectivement la définition de la notion terre. Et là, nous appelons ça donc le droit foncier coutumier des peuples autochtones pygmées. C'est-à-dire que non seulement ils ont la terre, et en plus d'avoir la terre, ils ont une autre façon d'utiliser la terre. Et quand on parle de la terre, nous examinons toutes les dualités ou les dynamismes qui existent autour de cette terre-là. C'est en termes des droits de propriété, c'est en termes de tout ce qui peut avoir comme conflit en termes de droits ou d'utilisation. Donc nous examinons toutes ces dynamiques et quand on met en place ce genre d'outils comme l'Atlas, donc on essaie un peu de fournir toutes ces informations-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de terres où les pygmées ont été, par exemple, délocalisés. Ça veut dire qu'ils avaient les droits de propriété il y a quelques années, mais ils l'ont perdu tout simplement parce qu'ils ont été poussés par les autres communautés. Ça aussi, c'est des préoccupations que nous ramenons dans les réformes. C'est-à-dire comment l'État se comporte par rapport à ça, pour rétablir chaque groupe dans leurs droits. Mais au même moment, quand on a poussé les pygmées, ça veut dire que ces gens se sont mis à occuper ces terres-là. Comment on gère ce genre de situation? Nous trouvons des problèmes, par exemple, avec les parcs nationaux, comme le parc de Kaouzi-Biega, qui fait débat aujourd'hui, où les pygmées ont été tout simplement expulsés du parc. Et l'État n'a jamais envisagé de mesures palliatives pour la réintégration de ces pygmées-là. Comment les réformes actuelles se comportent par rapport à ça? Est-ce qu'on doit remettre les pygmées dans les parcs? Est-ce que l'État doit trouver des solutions palliatives pour corriger les erreurs du passé? Donc il y a beaucoup de réalités. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que vous proposez? C'est que l'État le remette dans leurs droits ou que l'État propose des alternatives? Qu'est-ce que vous proposez justement? En tout cas, ce qu'on propose, ou ce que je peux proposer d'ailleurs d'une manière concrète, donc d'un côté, c'est d'abord la reconnaissance. Donc la reconnaissance des erreurs. Parce que la réparation commence par la reconnaissance. Et le plus grand problème qu'on a eu avec l'État... Ça, ce serait déjà un piège que vous tendez à l'État congolais. Parce que quand on reconnaît l'erreur, on doit corriger. Non, en fait, on ne tend pas... Ce n'est pas un piège qu'on tend à l'État. Parce que ce qui est sûr et certain, de toute façon, quand on dit l'État, c'est qui? Parce qu'on fait souvent, nous tous, cette confusion-là
Quand on dit l'État, nous voyons tout simplement l'organe gouvernement. Moi, je pense que le gouvernement, c'est un organe pour réguler, pour qu'on ne soit pas dans la jungle. Mais quand on dit l'État, c'est moi et toi, c'est les arbres, c'est les ressources, c'est nos limites. Ouais. Donc, ce qui veut dire que ces pygmées-là, expulsés ou pas, ils font partie de l'unité qui compose l'État. Alors donc, la reconnaissance, c'est tout simplement la reconnaissance des actions politiques d'une période donnée. Parce que ce sont des faits qui relèvent de l'époque du président Mobutu, de toute façon. Et ici, nous demandons des mesures réparatives. C'est-à-dire l'État reconnaît que l'ordonnance prise par le président Mobutu, par exemple, à l'époque, avait déjà violé nos propres lois, parce que c'était en contradiction de la loi foncière qui régit notre pays jusqu'à nos jours. Mais au-delà de cette reconnaissance, c'est de dire, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de remettre ces peuples autochtones pygmées dans les parcs? Parce que c'est aussi des gens qui ont vécu en dehors du parc, ils ont eu une autre vie, bonne ou pas, de toute façon, ils ont eu une autre vie. Mais la solution la plus idoine qu'on demande, parce que la plupart de ces autochtones pygmées, jusqu'au moment où je te parle, ils n'ont pas de terre. Ils ont été accueillis dans des groupements qui ne sont pas les leurs, et malheureusement, dans la plupart de ces groupements, ils ont été exploités. Ça veut dire quoi? Je t'accueille chez moi, en contrepartie, tu travailles. Or que le travail, ce n'est pas torchonner la maison. C'est aller faire des hectares et des hectares de champs. Et ce n'est pas que les produits de l'agriculture et tous les travaux forcés que les pygmées font leur permettent d'améliorer les conditions de vie. Non, mais on les met derrière des maisons comme des objets. Donc ce qu'on demande à l'État, c'est trouver un espace, par exemple, une demande concrète. On trouve l'espace où on doit réintégrer ces gens-là en leur donnant des terres. Et le deuxième élément, avec la reconnaissance, c'est un élément très important, parce que le fait de délocaliser quelqu'un, ça a eu des conséquences énormes sur le plan socio-économique, sur le plan culturel, sur le plan même spirituel. Parce qu'ils ont perdu leurs sites sacrés, ils ont perdu les endroits de culte, et ainsi de suite. Et la reconnaissance doit aller aussi avec la réparation matérielle. Ça veut dire que c'est cette réparation matérielle qui va favoriser effectivement cette intégration responsable des peuples autochtones pygmées dans la vie sociale congolaise. Ah, ça... Nous attendons voir comment l'État va réagir. C'est une lutte. J'espère que le président nous suit. Et c'est un homme d'ouverture, c'est un homme qui prône le développement. Et nous sommes tous en train de le regarder parce qu'il a parlé d'un Congo émergent. Vraiment. Un Congo où il fait beau vivre. Un Congo du peuple. Donc on ne peut pas émerger sans pour autant prendre aussi en considération cette catégorie de personnes qui est marginalisée. L'émergence, c'est un tout. Parce que si tu trouves deux personnes et tu ne fais qu'émerger une seule personne, je reviens sur tes citations, c'est déjà le début de la création des conflits et la déstabilisation. Ça, c'est vrai. Alors, Patrick, dis-moi un peu la dynamique des peuples autochtones pygmées. Si nous devons partir sur une échelle de 10, vous vous placez à quel niveau par rapport à ce que vous avez déjà fait? Bon, ce n'est plus moi qui piège l'État, là tu me pièges. C'est difficile de s'auto-évaluer. Bon, je pense que nous sommes dans une progression. Nous sommes dans une progression. Nos objectifs évoluent aussi. Parce que je me souviens quand on a commencé avec la dynamique, le premier défi à l'époque, c'était tout simplement d'intégrer la question pygmée dans les débats au niveau du pays. Parce que vraiment, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, quand même, on en parle. Tu vois, alors si je dois m'évaluer par rapport à ça, je ne sais pas si on doit dire 10 sur 10 ou combien. Mais déjà, la question pygmée est un tabou. Même quand on a commencé, je me souviens, il y a même des politiques qui nous attaquaient à l'époque. Mais vous voulez créer des rébellions dans ce pays? Mais qui vous a dit que les pygmées ont des problèmes? Mais ils sont bien là où ils sont, dans leur forêt, là, vous voulez nous embêter avec l'histoire des pygmées. Donc déjà, ça, on a réussi. Alors, il fallait... Félicitations d'ailleurs. Merci. Alors, il fallait qu'on arrive aussi à porter ces discours dans les langages des politiques. Il fallait que les politiques commencent à porter ces discours, parce qu'il n'y a que les politiques, effectivement, qui peuvent donner l'impulsion, comme on a parlé, l'orientation politique du pays par rapport à chaque secteur. Et on l'a réussi avec l'ancien président, qu'on salue en passant, M. Joseph Kabila, qui avait déjà, lorsqu'on a décrété le moratoire dans notre pays dans le cadre de la réforme forestière, il fallait mettre en place une grande commission nationale qui devrait analyser tous les anciens titres forestiers et voir comment réguler les secteurs. Et à cette époque, dans son ordonnance, donc déjà le président lui-même de la République avait intégré la participation des peuples autochtones pygmées dans la commission interministérielle qui devrait analyser ces documents. Ça, c'était déjà plus qu'une victoire. Alors, au-delà de cette reconnaissance, il fallait aussi que tous les partenaires au développement qui accompagnent les gouvernements congolais dans sa vision du développement
arrive déjà aussi à comprendre que dans cette dynamique de développement, il y a aussi un autre groupe dorénavant qu'on doit commencer à intégrer. Et avec cette lutte-là, on a eu beaucoup d'actions avec la Banque mondiale. Bon, même si ce n'est plus utile d'y revenir, mais au moins jusqu'à pousser la Banque mondiale à reconnaître le non-respect de ses propres politiques de sauvegarde dans le secteur forestier. Exact. Et ça faisait allusion tantôt à ce qu'on disait, parce que la Banque devrait accompagner le gouvernement dans le zonage forestier. Donc que l'État arrive à bien avoir une vie sur ses propres forêts, voir comment les répartir en termes d'utilisation. Et en utilisant la télédétection, c'était la même chose. Voilà. Toutes ces forêts sont vierges. Il n'y a personne qui avait des pigments à l'intérieur. Bref, il y a déjà ces débats au niveau national. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à consacrer ce terme peuple autochtone aux pygmées, sans nier l'autochtonie des autres. Voilà. Parce que là, on parle vraiment qu'ils sont autochtones, c'est par rapport à leur culture, par rapport à leur mode de vie, par rapport à l'attachement aux ressources, par rapport à la notion et les liens intrinsèques entre le pygmée et la terre, que nous tous, on n'a pas. Parce que quand moi, on me donne la terre, je vois déjà comment je vais mettre des pavés pour embellir. Mais un pygmée, c'est d'autres liens qui vont au-delà. Parce que la terre, donc pour un pygmée, c'est la terre-mère, comme ils appellent. Donc, au-delà de ça, on a maintenant fait grandir nos objectifs. Pourquoi pas ne pas influencer maintenant la mise en place des politiques et cadres, comme tu me l'as demandé tantôt. Nous y sommes. Et là, on commence à se dire, mais si on a une loi finalement pour les pygmées, est-ce que ça suffit? Parce que l'État a déjà une loi. C'est une question que j'attendais de poser. Ben voilà, donc est-ce que si on a une loi, ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de la loi? Il y en a quand même plusieurs lois qui ne sont pas mises en exécution. Donc je dirais peut-être 6 sur 10, parce que les objectifs évoluent, parce que pour atteindre 10 sur 10, il faut qu'on arrive dans la jouissance complète des droits et l'amélioration des conditions de vie, où on trouve un pygmée qui vit, en tout cas, qui a une bonne vie dans son milieu naturel. Et ça, c'est votre rêve? Ça, c'est le rêve, effectivement, si tu veux. Pour ne pas dire un jour un pygmée, un président. Ah, super. Ça, c'est très bien, pourquoi pas. Parce que j'ai vu quand même un pygmée député à l'Équateur. Oui, donc il y en a eu. Quelque chose. Il y en a eu. Et nous avons même le feu président Omar Bongo qui était pygmée, même s'il ne l'a jamais déclaré. Mais pourquoi pas ne pas avoir un pygmée président dans notre pays? Ce qui veut dire que c'est un homme avec tous les atouts. Et voilà, qui peut drainer aussi le pays dans une autre vision holistique, attachée à la terre, pour nous ramener dans l'authenticité. Et ça, vous y travaillez quand même, hein? Nous y travaillons beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit la DGPA s'est amener les pygmées vers leur autoprise en charge. Or que les retours à l'authenticité, comme les prônait Mobutu, donc demandent aussi les retours à nos identités culturelles, et puis peut-être impulser notre propre vision de développement qui cadre avec nos contextes, nos réalités et nos coutumes. Alors c'est à quand la cartographie finale? Donc, parce que vous êtes en train d'y travailler, les résultats seront publiés quand? Alors la cartographie finale, le coronavirus nous a beaucoup, mis dans les pétrins. En tout cas, nous a mis dans le pétrin, si on peut le dire. Parce qu'on devrait publier l'atlas au mois de juin qui vient de passer. Parce qu'il y avait un travail qu'on devait faire avec les professeurs d'université. Parce que tu vas voir qu'il y a un travail cartographique en termes de cartes. Il y a un travail, je dirais, plus détaillé en termes de l'utilité de chaque carte et sa spécificité dans la zone. Et il y a un travail qu'on devait faire sur maintenant la monographie, parce qu'on a parlé de toutes les informations caricaturales sur les pygmées. Tu m'as posé une question sur les groupes, combien de groupes pygmées on a dans le pays, c'est quoi leur spécificité, c'est quoi la différence entre les différents groupes. On peut même me poser la question, c'est quoi les vrais problèmes des pygmées dans le pays. Donc nous pensons mettre en place à ce moment-là cet outil, avec cette partie monographique qui donne toutes ces informations historiques sur le plan des peuples autochtones pygmées, les informations culturelles, les informations, en tout cas, tout ce qui compose un être humain. Donc je présume que dans un avenir bref, d'ici la fin de l'année. Voilà, d'ici la fin de l'année, nous aurons donc cet outil-là. Et on sera sur ce plateau peut-être pour en parler. Très bien. Tu sais que moi, je suis en train de penser mettre en place une émission pour ne parler que des pygmées sur ma télévision. En tout cas, je me dis, on n'en parle pas assez dans le média, et pourtant c'est quand même une problématique qui fait l'actualité. Nous voyons ailleurs des gens parler de leurs peuples autochtones. J'ai vu même, par exemple, vous l'avez évoqué, j'ai vu lors de la COP 21 un Maasai qui est passé sur France 24, j'ai vu un Indien qui est passé, mais je n'ai pas vu
des peuples autochtones pygmées congolais passer sur des grands médias. Alors je me dis, mais Environ News peut aussi initier une émission dans ce sens-là. Non, non seulement Parler avec les... peut initier, donc Voilà. là on peut prendre déjà rendez-vous même avec nos téléspectateurs Ah, parce qu'il super. n'y a que ce genre d'action que nous on peut appuyer parce qu'on est là Voilà. pour ça. Mhm. Et pour nous c'est déjà une grande action qui vise effectivement à livrer chaque fois des informations à notre public effectivement, mais aussi c'est une grande action en termes de la valorisation culturelle. Donc Exact. ça sera une grande contribution que tu vas faire Exact. pour le pays. En tout cas, Et nous sommes derrière toi pour appuyer chaque fois. Merci beaucoup. Déjà, c'est j'ai déjà un partenaire. Donc, j'ai déjà un partenaire. Donc, on va lancer bientôt une émission dédiée aux peuples autochtones pygmées. Et là, on va essayer un peu de mettre en valeur ce que ces peuples représentent pour nous. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme maladie, des tensions, des ceci, mais chez les pygmées, il y a des solutions. Il y a des solutions. Et pourtant, les solutions, nous ne savons pas que ça existe. Donc, voilà pourquoi nous devons mettre en lumière cette pharmacopée pygmée qui peut être utile pour notre société. Nous voyons ça d'ailleurs en Chine avec leur médecine traditionnelle. C'est quelque chose qui apporte beaucoup à la médecine moderne. Et pourtant, nous avons les pygmées qui ont des solutions entre guillemets magiques. Magiques, ouais. mais qu'on ne sait pas exploiter. Bio d'ailleurs, si voilà. tu veux. Mais bon, et puis c'est un problème général, parce qu'on a tendance à abandonner malheureusement nos cultures. Vraiment. Nous pensons toujours que c'est ce qui vient à l'extérieur qui est meilleur par rapport à ce qu'on a. Vraiment. Et d'ailleurs, voilà, nous, on va effectivement appuyer cette émission, mais ce n'est pas seulement nous. Parce que souvent, notre pays, même les politiques qui nous dirigent, ils ne font pas attention sur des choses utiles. C'est ça. Ils ne font pas attention sur des choses utiles. Des fois, on se perd dans des débats politiques, certes, c'est des tendances des uns des autres. Or qu'il y a des petites choses utiles. La construction d'un État commence par une petite chose. Exact. Il ne faut pas faire toujours des immeubles et les sauts de moto pour croire qu'on est développé. Commençons avec les petites choses. Non, on n'est pas... Non, c'est l'actualité, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je dois aller dans la forêt, tu sais que ce débat est parti loin, non? Ouais. Quand j'arrive là, quand un pygmée me dit saute moto encore, c'est quoi? Il faut que je sois à mesure de répondre. Exactement. C'est une façon de dire, non, nous respectons ses œuvres, bien sûr. Mais l'idée, c'est de dire, au-delà de ça, on peut commencer par des petites choses pour construire une nation. Parce que pour faire la fondation d'une maison, on commence toujours par commencer par une première pierre, deuxième, troisième viendra. Exactement. Voilà. Alors, au mois d'août de chaque année, parce que nous y sommes déjà, on célèbre une journée dédiée aux peuples autochtones pygmées. Ça, quelle connotation cette journée-là? Alors donc la connotation effectivement de la journée, parce que comme je t'avais dit, il y a la déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones qui a été mise en place en 2007. Alors mais avant qu'il y ait cette déclaration, parce que quand on voit les mouvements autochtones à travers le monde, ce sont les mouvements qui partagent les mêmes particularités. Donc c'est vraiment des groupes mis à l'écart. Il y a par exemple en Amérique latine où ça va très loin. Au-delà des expulsions, il y a même des fois des massacres, ça va vraiment très loin. Ouais. Parce que là, il y a beaucoup d'intérêts avec les grandes concessions pétrolières et ainsi de suite. Et avec tout ce qui s'est passé à travers le monde, donc l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale des Nations Unies avait jugé utile de décréter une journée internationale pour les peuples autochtones. Et cette journée internationale, d'un côté, c'est pour rappeler à tout le monde et à tous les États que ces peuples existent et qu'on doit prendre au moins une journée pendant l'année pour réfléchir sur les niveaux d'évolution de ces peuples, les problèmes qu'ils ont et comment nous continuons à les intégrer dans cette dynamique mondiale, planétaire, mais aussi dans cette intégration spécifique au niveau du pays. Mais pour cette année, effectivement, le thème ou le débat ou tous les travaux qui seront faits vont tourner autour du pygmée et Covid-19. Parce que nous savons que nous-mêmes, ici, on a déjà des problèmes avec les mesures barrières, comment nous y prendre et comment faire après Covid. Mais tu t'imagines déjà dans ce monde où ils n'ont même pas accès aux soins de santé, ils font face à des épidémies qu'ils ne connaissent pas, les ravages que cela peut entraîner. Et surtout, comme on a dit, le pygmée, c'est cette vie collégiale. C'est une vie sociale collée les uns sur les autres, ou les uns contre les autres. Donc, amener déjà les mesures de distanciation, je ne sais même pas si ça passera. Vraiment. Donc, c'est comment nous réfléchissons. Et heureusement qu'il n'y a pas encore de cas déclarés. Et heureusement, jusque-là, Dieu est grand. Effectivement, c'est comme on dit, Dieu est congolais. Vraiment. Donc, alors, Dieu est pygmée. Voilà. Je ne veux plus seulement parler pygmée, qu'on ne dit pas que j'ai fait de la séparation. Mais effectivement, on n'a pas encore de cas. Et cette année, donc, on va beaucoup tabler là-dessus. Et encore une fois de plus, en passant, merci au chef de l'État parce qu'il
il a ouvert les portes. Il y a beaucoup des échanges en cours actuellement entre les groupes autochtones pygmées et les cabinets du chef de l'État pour voir si lui-même sera là, et ces jours-là, et de voir quels sont les engagements ou les grandes orientations politiques qu'il va donner par rapport aux pygmées, pas seulement vis-à-vis de l'épidémie Covid-19, mais c'est les grandes orientations, parce que jusque-là, on ne les a pas encore senties ou récits dans le cadre de son plan d'action. Donc, qu'il nous dise concrètement qu'est-ce qu'il compte faire, parce qu'il a déjà réussi les peuples autochtones pygmées. Malheureusement, il n'y avait pas de médias, mais le chef de l'État a déjà réussi quand même les peuples autochtones pygmées. Il y a eu des débats qui a eu à ce niveau-là. Et les soucis du chef de l'État, c'est d'abord le développement. On a compris et on a dit au chef de l'État le développement qui doit être encadré à ce moment-là. Donc du coup, il y a des idées, pourquoi pas, pour mettre en place un fonds national. Vous avez suivi l'évolution actuelle au niveau de l'Assemblée nationale avec la loi. C'est une façon de dire maintenant, nous sommes avec les autorités. Et merci beaucoup à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qui avait inscrit cette question presque dans les urgences, si tu veux. Donc les jours qu'on a débattu cette loi. Donc 7 ans après à peu près. Hein. 7 ans après. 7 ans vraiment après une longue lutte. Pour une fois, nous avons quand même des institutions ou les responsables des institutions qui accordent du crédit sur cette question des peuples autochtones pygmées. Et c'est tout simplement parce qu'on a dit que c'est vraiment le pouvoir ou un programme social, les peuples d'abord. Et il y a déjà ce début de considération des pygmées dans cette composante. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle prévoit réellement? Si tu peux nous donner de manière lapidaire. En résumé, si je peux prendre les points principaux. D'abord, il y a un point sur, je dirais, la reconnaissance. Donc le point lié aux reconnaissances et accès aux droits primaires, hein, les droits à l'éducation, droit à une nationalité par exemple, parce qu'on a beaucoup de pygmées aujourd'hui qui n'ont même pas de carte d'électeur. Droit par exemple à l'enregistrement des naissances pygmées, ainsi de suite. Donc il y a ces droits-là liés aux droits civiques. Donc vous ne demandez pas grand-chose à part cette reconnaissance. Donc il y a la reconnaissance, il y a l'intégration dans la gestion des institutions, les services publics. Donc c'est tous ces droits civiques-là. Donc on les regroupe comme ça. Alors il y a les droits liés à l'environnement. Parce que nous savons que, comme on l'a dit tantôt, les pygmées sont plus dans les espaces forestiers. Même si nous les retrouvons actuellement aussi dans des provinces non forestières comme le Grand Katanga et comme le Kasaï. Mais c'est toutes ces questions liées à l'environnement, la sécurisation, la protection, la gestion, comment on arrive à incorporer les pygmées là-bas. Il y a toutes ces questions liées aux ressources, à la gestion des ressources naturelles. Comment on intègre les pygmées. Il y a une autre composante, non les moindres, c'est la terre. Donc la terre qui définit tout. Comment aujourd'hui l'État congolais arrive à sécuriser. Parce qu'un pygmée, s'il a seulement sa terre, le reste va de soi. En tout cas, il n'a pas besoin de beaucoup de détails pour son développement. Que sa terre soit garantie et qu'il puisse se mouvoir sur sa terre, suivant sa propre vision, mais dans un développement intégré. Après, il y a le dernier aspect, c'est toutes ces questions à ce moment-là liées à la considération, à la restauration de la dignité, donc c'est la discrimination, la marginalisation. Nous vivons même des cas d'esclavagisme, excusez-moi de le dire. Il faut bannir tout ça. Il faut bannir parce qu'au XXIe siècle, on parle encore de l'esclavagisme, ce n'est pas normal. Nous parlons de l'exploitation à outrance des femmes pygmées. Les femmes ont déjà des problèmes. Maintenant, la femme pygmée, elle a le même problème facat. Donc, discriminée par tout le monde et des fois même par l'homme pygmée, si tu veux. Donc, comment on arrive à mettre fin à toutes ces histoires? C'est le non-accès des enfants, par exemple, aux salles de classe. Avec les Bantous. Tout simplement, sont pygmées. Là, on a décrété la gratuité. Mais cette gratuité-là, pour les pygmées, ne s'exerce pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès. C'est ça. Parce qu'un enfant pygmée, pour qu'il s'assoie dans une même salle de classe avec les autres enfants, c'est un problème. Et si l'enfant pygmée... Mais ça aussi, c'est leur culture, donc ils ont peur des Bantous. En fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas aller vers. Parce que comme je te parlais du rejet, la déconsidération, c'est comme si on dit comme tu es là, donc Alfred, comme tu es là, tu es comme ça parce que tu as été maudit. Parce qu'il y a des discours des fois comme ça. Vous aviez été maudit par Dieu. Donc on pousse l'homme pygmée à croire à sa situation actuelle et lui croit aussi que c'est comme ça. Du coup, le pygmée fait aussi l'autodiscrimination. Parce que moi, j'étais à Ingende, j'ai vu des pygmées qui disent que Mokonzi Nanga, c'est-à-dire Mokonzi Nae, c'est Bantou. Donc, quand tu as besoin de demander un service à un pygmée, il faut que tu commences par les Bantous. Et ça, c'est... Donc, c'est tout ça qui c'est des choses comme ça pour lesquelles la loi doit mettre fin. Mais là, c'est des grands chapeaux en termes de chapitres. Donc, il y a tous ces droits civiques.
il y a tous ces droits liés à l'environnement et les ressources naturelles, il y a tous ces droits liés à la terre, donc à la gestion de la terre, et il y a tous ces droits liés à l'intégration sociale, la restauration de la dignité de l'homme pygmée et qu'ils se sentent congolais à part entière. Ils sont des Congolais, comme moi. Mais il faut qu'ils se sentent maintenant congolais. Voilà. Alors, mais chaque année, souvent, la dynamique organisée un festival, cette année, il y en aura quand même? Alors cette année, normalement, on devrait organiser ce festival international cette année, parce que pour nous, c'est un cadre par excellence. Donc c'est comme des cadres d'appui, effectivement, à cette émission spéciale, si tu arrives à les mettre en place. Et je sais que tu les mettras en place. Bien sûr, parce qu'on va accompagner. Normalement, c'est des cadres d'échange qu'on ouvre, des partages des connaissances. Et il y a un élément qu'on continue quand même à promouvoir, c'est vraiment la diversité culturelle. Comment amener les autorités à considérer la diversité culturelle comme un atout de développement dans notre pays. Parce qu'on a beaucoup de choses, pas seulement les pygmées, mais comment promouvoir cela. Alors, l'épidémie ne nous a pas effectivement permis de mettre en place la programmation nécessaire, parce qu'on le fait après chaque 2 ans. Exact. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est en 2018, à l'échangère de l'IMET, et c'était prévu qu'on le fait cette année. Alors là, nous allons démarrer avec la préparation pour voir si nous allons nous rattraper en 2021, tout en espérant que cette épidémie sera derrière nous, Inch'Allah, d'ici la fin de ce mois. Super. Patrick Saïdi, on est à la fin. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore, une information que tu n'as pas encore livrée aux téléspectateurs? Alors l'information peut-être que je n'ai pas encore livrée, c'est de dire tout simplement qu'on a besoin de ce genre d'émission. Ah, super. L'émission qui nous permet d'être relax, d'être libre et d'adresser des questions d'importance capitale pour le développement de notre pays et pour le développement social des Congolais dans leur ensemble. Ça a été un plaisir parce que je sais que tu es un homme à cheval, tu es par-ci par-là. Et t'avoir comme ça, c'est pas très facile. Hein? Nous prenons déjà rendez-vous, on aura une émission spéciale. Voilà. Et il faut qu'on nourrit l'émission avec nos présences et notre participation. Exactement. En tout cas, ça a été un plaisir. Je te remercie pour ce temps que tu nous as accordé et surtout pour ton passage sur notre plateau. Ça nous réjouit parce qu'on comprend que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Environ-News et à réellement comprendre que c'est un instrument qui est à votre service. Ça, c'est un plaisir. En tout cas, merci à toi. Tu es l'un des rares qui opte ce genre de voix. Et pourquoi pas, on continuera à suivre et appuyer. Merci beaucoup. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission Invité du week-end. Ça a été un plaisir de recevoir sur ce plateau M. Patrick Saïdi. Je pense que toutes les questions ont été posées, mais c'est vrai qu'il a encore beaucoup de choses à dire. Comme nous l'avons dit, nous allons créer une émission spéciale dédiée au peuple des autochtones pygmées. Et là, en ce moment-là, nous aurons la possibilité de recevoir plusieurs personnes, plusieurs acteurs. Pourquoi pas les pygmées eux-mêmes? Nous irons même dans leur village, par-ci, par-là où ils se retrouvent, dans le 20 provinces, hein, vous avez dit, hein, dans les 20 provinces de la RDC. Nous irons voir ce que représente la diversité culturelle de ces peuples. Mais quant à moi, je vous dis déjà merci pour votre fidélité et je vous fixe un nouveau rendez-vous le week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien, surtout n'oubliez pas les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. Alors, portez votre cache-nez, la distanciation sociale. Moi j'en ai, hein, ne vous en faites pas. Hein. Ah oui, hein, c'est parce que je faisais mon émission, voilà, donc j'en ai ici à côté. Donc il faut toujours avoir... Patrick aussi a son cache-nez, ne vous en faites pas. Donc il en a. Donc portez-vous bien et à la prochaine. Je suivais chaque fois donc, Environ-News à la télé, dans les réseaux sociaux, des fois à travers même le site de l'émission. Mais c'est totalement différent quand c'est moi-même qui est dans ces plateaux. Nous sentons la quintessence, l'intelligence et la fluidité effectivement dans les questions. Non seulement à travers l'émission, mais à travers le présentateur de l'émission, parce qu'on sent que l'homme est au centre de sa matière, l'homme maîtrise les choses qu'il adresse. Et pour moi, le plateau et l'émission, c'est un cadre par excellence, effectivement, pour donner cette éducation environnementale à la population dans son ensemble. Parce qu'on a tous passé par les bancs de l'école, mais on n'a pas eu beaucoup d'informations ou de formations sur toutes les questions liées à l'environnement, sur les dynamiques environnementales. Mais nous pensons qu'à travers ton émission,
Tu es vraiment l'homme au centre du développement et tu es l'homme, en tout cas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc on ne peut que remercier le plateau et l'émission et toi-même et te souhaiter bon vent dans cette dynamique nouvelle qui pousse l'homme congolais vers l'excellence.